Assister à ce live Studierma TV consacré ce soir à l'IPAG Business School. Et plus précisément, on va vous parler et vous inviter à intégrer le programme Grande École de l'IPAG après un Bac+3. Nous nous adressons donc à tous ceux qui souhaitent poursuivre en admission parallèle. Pour en parler, je reçois Lucie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élève en 4e année de l'IPAG, entrée en admission parallèle dans cette école. Et vous allez nous prodiguer tous vos précieux conseils. Alain Couder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur coordonnateur du 2e cycle de l'IPAG, oui. Et donc en charge du programme de Grande École et de ses amis sur titre qui cherchent à savoir comment intégrer votre programme. Le programme Grande École de l'IPAG, en quelques mots. Alors en quelques mots, le programme Grande École, c'est de préparer des cadres à occuper toutes les fonctions, toutes les grandes fonctions d'entreprise, qu'il s'agisse de marketing, de finance, de ressources humaines, ça peut aller jusqu'à la création d'entreprise, d'entrepreneuriat, donc quelques projets que ce soit de la reprise d'entreprise, de la transmission d'entreprise dans un cadre familial, un projet de lancement de nouvelles activités, de nouveaux produits, donc c'est extrêmement large. Et l'objectif, au travers du deuxième cycle, c'est de préparer les étudiants à occuper de manière opérationnelle toutes ces fonctions. Et à les mettre en confiance, à leur donner des compétences techniques, et puis à leur ouvrir l'esprit sur tout le reste de l'entreprise et ne pas être simplement des spécialistes dans une thématique bien particulière. On va aborder tous ces aspects international, spécialité, alternance. Alternance également, qui est important. Mais c'est vrai que l'IPAG est connu pour recruter davantage à post-bac, après le bac, pardon. Et on sait rarement que vous accueillez des étudiants issus d'horizons divers en admission sur titre. Qui sont les candidats que vous recherchez de manière générale après Bac+2/3 ? Alors, après Bac+2/3, on a beaucoup d'étudiants qui ont suivi des cursus DUT. Alors DUT, GEA, qui sont extrêmement larges, des DUT Tech Deco. Lucie en est un exemple, c'est une de mes étudiantes, elle pourra s'exprimer tout à l'heure. Tout ce qui est management des unités commerciales également. Certains bachelors également, parce que le deuxième cycle ouvre des horizons différents dans le monde de l'entreprise. Je viens moi-même de l'entreprise, j'ai rejoint l'IPAG il y a quelques années, et il y a une vraie distinction entre des candidats ou des professionnels qui ont fait un premier cycle et des candidats qui ont fait un deuxième cycle. Il y a un vrai tremplin du deuxième cycle dans la capacité à prendre des fonctions importantes dans les entreprises, voire dirigeantes, qu'on trouve moins dans des formations de type simplement premier cycle, bachelor. Alors vous avez répondu à une première question, parce que souvent on se pose la question, pourquoi aller à Bac+5 et pourquoi c'est un vrai accélérateur, c'est-à-dire qu'il y a alors tout peut dépendre des entreprises, mais dans les grandes entreprises ou dans les entreprises de taille moyenne, l'importance du cursus qui a été suivi, la capacité à donner des responsabilités à des candidats ou à des jeunes cadres est beaucoup plus importante lorsque vous avez fait un Bac+5, très clairement. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté dans la capacité à pouvoir atteindre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, mais ça restera des exceptions. Donc c'est un vrai accélérateur. C'est-à-dire que si on veut, dans le cadre de son projet professionnel, personnel, donner une dimension de responsabilité de service, de responsabilité de projet, de fonction dirigeante en entreprise, c'est un point de passage, clairement. Et même si la distinction entre cadre et non cadre est quelque chose de très très français, dans les grandes entreprises, les fonctions cadres ne seront ouvertes qu'à des candidats qui ont un Bac+5. La plus. Lucie, vous avez donc poursuivi. Comment avez-vous fait ce choix? Pourquoi avez-vous fait ce choix? Est-ce que les critères évoqués précédemment ont-ils été un déterminant dans votre choix? Enfin voilà, toutes vos raisons. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et pourquoi êtes-vous là? D'accord. Moi, en fait, j'ai fait un Bac+2 au départ. Et c'est vrai qu'un Bac+2, je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais continuer.
C'est vrai qu'on a vraiment plus d'opportunités de postes élevés avec un bac plus 5. Et donc voilà, j'avais rencontré l'IPAG lors d'un forum à Toulon, puisque moi je viens de Toulon, donc voilà. Et donc j'avais rencontré l'IPAG de Nice. Et ils m'ont tout de suite convaincue, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire le concours Ambition Plus pour pouvoir accéder à cette école. C'est plein d'ambitions, on y reviendra. Justement, quelles étaient vos ambitions à l'origine? Est-ce que c'était éventuellement pour acquérir une autre compétence, développer des compétences que vous vouliez poursuivre, enfin qui vous ont conduite à poursuivre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attirait particulièrement, une matière, une discipline, une spécialisation, puisqu'on va y venir? Oui, moi je suis rentrée à l'IPAG parce que je savais qu'il y avait une spécialisation marketing. D'accord. Donc voilà, c'était lors de mon IUT, j'ai pu découvrir quelques aspects du marketing, mais j'ai voulu quand même approfondir ce domaine, et c'est pour ça que j'ai choisi cette école, parce qu'elle a une bonne spécialisation marketing. Outre le fait que vous restiez dans le sud? Alors ça c'est autre chose, c'est parce que j'adore la ville de Paris et je voulais changer d'atmosphère. Quitter votre soleil? Oui, quitter mon soleil. Mais oui, parce que bon, pourquoi pas voir autre chose, donc ouais. Alors justement, ces spécialisations, parce qu'on y tire en haleine, là, on va comment en parler. Quelles sont-elles? Comment se construit le cursus une fois qu'on est intégré, même si on reviendra au processus de sélection et de recrutement pour intégrer ce programme. Quelles sont les spécialisations que vous proposez, et donc des expertises? Tout à fait, oui. Alors, il y a 6 spécialisations dans la première année, dans le M1, dans le master première année du 2e cycle. Donc on va les évoquer, on les passera en revue ensuite. On a une première spécialisation qui est marketing, stratégie commerciale, avec une notion digitale importante. On y reviendra tout à l'heure. Une deuxième spécialisation concernant tout ce qui relève du côté finance, contrôle, audit, et finance de marché également. Une troisième spécialisation sur International Business and Supply Chain, donc tout ce qui relève d'activités internationales et puis de gestion de la chaîne logistique. Une filière de gestion des ressources humaines. Une filière entrepreneuriale, d'accord, donc alors on va dire entrepreneuriale et gestion de projet, c'est-à-dire que on ne limite pas cette filière entrepreneuriat sur obligatoirement la création ou la reprise d'entreprise, mais ça peut très bien être la gestion d'un projet et la prise en main d'un projet dans une grande structure. C'est-à-dire que dans une entreprise, la notion, on va parler d'intrapreneuriat, quoi. C'est-à-dire que on a besoin, quand on veut mener un projet d'envergure dans une grande structure, de compétences différentes, de collaborateurs qui sont débrouillards, agiles, qui, s'ils n'arrivent pas à passer par la fenêtre, vont passer par la porte, c'est-à-dire qui ont la capacité aussi à emmener avec eux le reste des équipes. Le but, au bout du bout, sur un projet, c'est de faire le projet, c'est de faire en sorte qu'il aboutisse et qu'on le concrétise et qu'il ait lieu. Et pas simplement d'expliquer qu'on va mettre tout ce qu'on peut faire, le meilleur de soi-même pour le réaliser. Non, c'est de le faire. Et puis une dernière filière qui est International Management, donc à vocation aussi très internationale. Donc le but est de préparer des étudiants à des carrières internationales. On pourra y revenir tout à l'heure, mais un étudiant sur 4 ou sur 3 démarre une activité à l'international. Donc c'est vraiment un point important. C'est une chose qui vous a manqué quand vous sortiez du DUT, d'avoir cette expérience internationale. Vous n'en aviez peut-être pas. C'est ce que vous veniez rechercher aussi, cette fameuse expérience internationale qu'on acquiert en M1 et M2? Alors moi j'avais déjà eu une expérience internationale avec mon IUT parce que j'étais partie 5 mois au Canada. Mais en fait j'ai tellement aimé ça. Et du coup j'ai décidé dans cette école justement, dans l'IPAG, on avait aussi la possibilité quand on rentre en 3e année de partir à l'étranger. Et donc
voilà, j'ai saisi cette opportunité et j'ai pu partir en Chine. Donc, En Chine. oui. Il y en a qui partent, il y en a qui ne partent pas. La Chine, aujourd'hui, tout le monde regarde vers la Chine. Justement, à l'international, vous avez la Chine, les États-Unis. Quelles sont les opportunités? Quelle est la dimension internationale de ce programme Grande École? Elle est énorme. Hein. Si on revient juste un point sur la partie internationale, juste avant le deuxième cycle, la troisième année dans laquelle on peut effectivement rejoindre l'IPAG en admission parallèle est une année internationale. C'est-à-dire que le premier semestre, tous les cours sont en anglais et il y a obligatoirement une expatriation avec plusieurs possibilités. Soit c'est un échange académique, soit c'est pour rejoindre un de nos campus en partenariat. Donc que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Donc ça peut être aussi un échange en partenariat avec un de nos partenaires également un petit peu partout dans le monde. Ça peut être un stage également à l'étranger dans une entreprise. Ça peut être aussi une mission, on va dire, humanitaire. Donc il y a un champ des possibles sur la première expérience internationale des étudiants qui rejoignent, ou qui sont déjà à l'IPAG, ou qui rejoignent l'IPAG en troisième année, qui est extrêmement large. Et en termes d'expérience et de partenariat, on a des partenariats à peu près partout sur la planète, quoi. On a aux alentours, je n'ai plus exactement le chiffre précis, mais à peu près 130 universités partenaires dans le monde. Donc ça couvre la planète entière. Et lorsque les étudiants partent soit en échange académique avec des universités partenaires, soit en stage à l'étranger, ça représente 30-40 pays différents. Une petite précision. Oui. Ils rentrent, encore une fois, il va y revenir, dans votre école et partent dès leur on les garde, non. Alors, on les garde parce qu'il faut... d'abord, il faut les préparer. On ne peut pas oui, ça se prépare une recruter. Exactement. Une expatriation, ça se prépare. Et... c'est d'autant plus important que déjà, il faut préparer les étudiants, les parents également, parce que c'est... non mais c'est important, parce que c'est une expérience qui attire les étudiants, mais qui pose question. C'est-à-dire pour certains étudiants, c'est peut-être la première fois qu'ils vont partir de chez eux. Et ça s'organise. Ça s'organise parce que il faut être autonome sur place. C'est-à-dire que il faut gérer tout. Il faut gérer les cours qu'on peut avoir dans des universités où les modes de fonctionnement sont différents, où le travail personnel est plus important dans les pays anglo-saxons que ça ne peut l'être en France. Il n'y a pas le même type de fonctionnement. Et puis, il faut gérer toute l'ascendance. Il faut se loger, il faut, quand on part 6 mois, il faut s'occuper de manger, de faire ses cours, enfin tout ça. Et c'est une vraie expérience de vie, au-delà de la partie purement académique et purement expérience en entreprise. Donc, les étudiants, il faut les préparer. On fait les réunions avec les parents sur ces thématiques-là. Très très en amont du départ, parce que plus on est rassuré, mieux cette expérience va se réaliser. Et effectivement, pour les étudiants qu'on va accueillir en admission parallèle, on va les préparer de la même manière. C'est-à-dire que les premiers mois, ils vont avoir des cours à l'IPAG, alors 100% en anglais, très clairement, et en plus de ça, on va commencer à les préparer à l'expatriation pour qu'ils puissent aller faire donc soit une mission humanitaire, soit un échange académique avec une université partenaire, soit rejoindre notre campus en Chine à Kunming ou à Riverside aux États-Unis, ou alors un stage dans l'entreprise. Donc c'est important de bien les cadrer, quoi, parce que on peut pas accueillir des étudiants, ils passent le concours, ils viennent chez nous et la semaine suivante ils sont partis. À un moment ou à un autre, on peut pas les lâcher dans la nature sans moyens, sans aide, sans méthode. Et puis une école, c'est aussi une culture. Il faut aussi qu'ils s'identifient à l'école, qu'ils aient l'impression et le sentiment d'appartenir à une école. C'est aussi ça, une école
de commerce. Enfin, l'IPAG, c'est comme ça. Alors justement, quels furent vos premiers pas, vos premiers regards sur l'école? Vous êtes arrivé à Paris, vous avez quitté votre soleil, si j'ai bien compris. Justement, comment vit-on ces premiers mois à l'école avant de s'expatrier? Et comment vit-on cette préparation à l'expatriation? Comment avez-vous choisi votre séjour académique ou votre stage ou que sais-je? Comment vit-on ces premiers pas à l'IPAG après un DUT technique de commercialisation? Pardon. Déjà, quand on arrive en troisième année parallèle, comme c'est mon cas, on était dans une classe comme les troisième années qui sont là depuis le début, depuis la première année, étaient tous en expatriation. Nous, on était regroupés dans une classe, donc on a pu s'intégrer plus facilement puisqu'on était entre admissions parallèles. Les professeurs sont très attentifs à nos demandes, à nos envies et tout ça, puisqu'on vient d'arriver, les cours en anglais c'est nouveau. Non, franchement, moi ça m'a énormément plu. J'ai beaucoup progressé en anglais parce que je suis arrivée, j'avais pas forcément un niveau très bon, et les cours en anglais m'ont beaucoup appris. Et ensuite, pour choisir la Chine, j'ai choisi le campus de Yunnan. Donc c'est un campus de l'IPAG en Chine. Et j'ai choisi tout simplement parce que je voulais un pays pour me dépayser complètement. Donc je voulais un pays qui change, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Chine. C'était un pays qui m'attirait, et je sais très bien que je pense que je ne l'aurais pas fait si j'avais pas eu cette opportunité dans l'école. Voilà, si j'avais pas eu cette opportunité dans l'école, je pense pas que je serais partie en Chine. C'est pas compliqué d'aller en Chine parce qu'il faut connaître il faut se préparer au mandarin, il faut se préparer, même si c'est anglophone, mais quand même, c'est une société qui a ses règles, ses codes. Vous êtes préparé à ce séjour en amont? Alors, pas vraiment. Enfin, je m'étais renseignée sur les cultures pour pas être choquée sur certaines choses qui pouvaient se passer dans la rue. Mais sinon, on peut pas réellement. On peut se préparer à la langue, à être un peu plus autonome et tout ça, mais on peut pas se préparer en amont de ce qu'on va vraiment vivre sur place. Donc, nous, l'école nous avait fourni des adresses pour se loger et tout ça, donc on avait un suivi et quelqu'un qui nous accueillait là-bas, parce que sinon arriver en Chine et être livré à soi-même, c'est compliqué, étant donné que rien n'est marqué en anglais, que les Chinois dans cette région ne parlent pas forcément très bien anglais, mais faut arriver à se débrouiller, et du coup on apprend quelques mots en chinois. Donc ouais, non, c'est super. Mais à l'école, vous vous exprimez en anglais? À l'école, on s'exprime en anglais, oui. D'accord. Oui, pendant les cours, oui, tous les cours étaient en anglais. Et donc, quand tous les admissions parallèles partent en même temps à l'expatriation? Oui. D'accord. Oui. C'est au même deuxième moment, semestre. D'accord. Tout le monde, 100%. Quelle que soit la destination. 100%. Ah oui. Tout le monde part. Donc vous les accompagnez. Quelle est la proportion d'étudiants qui choisissent plutôt le stage, plutôt l'humanitaire, ou le séjour académique? Beaucoup d'experts, on va dire la partie humanitaire est la partie la plus faible, d'accord. Même si elle se développe, mais c'est à peu près moitié-moitié entre une expérience académique et puis un stage en entreprise. D'accord, parce que le but de rejoindre une université partenaire, c'est de vivre d'autres modes d'enseignement qui sont quand même assez différents du mode français. Et puis, une expérience en entreprise, c'est aussi quelque chose d'important, quoi. Et je voulais juste revenir sur la partie, effectivement, tous les cours sont en anglais, ce qui peut faire peur aux étudiants. Et ceux qui nous rejoignent, on leur dit, mais effectivement, tous nos étudiants ne sont pas bilingues au départ. Mais à un moment ou à un autre, c'est vrai que les premiers cours, ça va être plus difficile, ça va demander un effort. Les professeurs le font volontiers également cet effort. Et puis ça vient, quoi. Et parce que de toute façon, en M1, en M2, il y aura une partie des cours en anglais. Et puis on n'est pas une école de langue. C'est-à-dire que l'anglais, pour nous, c'est un élément de travail. C'est un élément de travail, comme ce le sera en entreprise. Vous parlez très très bien en anglais, oui, très bien, mais c'est pas un métier. Sauf que c'est parfois une lacune, les admissions sur parallèle. Ça peut être une lacune, et on les aidera, nous, quand ils nous rejoignent en admission parallèle. Parce que cette notion, c'est un outil de travail, quoi. C'est un standard.
Comment remédiez-vous à cela? On fait des cours intensifs, accélérés. Vous en avez profité? En fait, à partir du moment où tous les cours sont en anglais, on n'a pas le choix. Mais les professeurs sont très attentifs. Si on ne comprend pas, ils vont répéter et répéter et répéter de diverses façons. Mais oui, non, on n'a pas le choix. De toute façon, on est baigné dedans, donc là... C'est vrai qu'à l'université, on abandonne un peu progressivement les langues. C'est compliqué de s'y remettre. Ouais. Vous avez fait comment, hein? Vous avez préparé en amont? Je m'y suis préparée en amont. CNN à haute dose? Non, pas vraiment. En fait, non, j'appréhendais énormément les cours en anglais, étant donné que j'avais pas forcément un très bon niveau. Et au final, même les étudiants, ils m'ont tous aidé. Non, il y a eu une solidarité pour ça. Les personnes qui avaient des difficultés ont aidé. Donc non, ça c'est... J'ai appris à avoir des cours en anglais. Donc, bon, je suis toujours pas bilingue, hein, il faut apprendre, il y a encore du progrès à faire, mais franchement, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est un point sur lequel on insiste. Hein. Moi, je participe à des journées portes ouvertes à l'école et je rencontre un certain nombre de candidats, mais ne serait-ce que sur les jurys. C'est un point sur lequel moi j'insiste en disant écoutez, si vous n'êtes pas à l'aise, voilà, commencez et que vous envisagez effectivement de rejoindre l'école. Il vous reste 6 mois avant de rejoindre l'école, donc voilà, commencez cet effort plutôt que d'attendre d'être à l'IPAG pour dire voilà, je vais commencer à m'y remettre. C'est vrai que c'est un peu le talon d'Achille quand même des universitaires. Alors peut-être pas des bachelors, parce que les bachelors peuvent vous rejoindre. Oui, bien sûr. En deuxième année? En première année? Deuxième et troisième. Ouais. D'accord. Donc c'est un peu le talon d'Achille, voilà, des licences. Alors je ne parle pas des linguistes, mais bien sûr, des juristes par exemple qui n'ont plus cette. C'est parfois un frein pour certains candidats. Alors justement, international. Donc la construction internationale, on revient à l'aspect pour suivre une spécialisation. Ouais. Est-ce qu'on peut suivre un parcours international en lien avec la spécialisation que l'on veut choisir? Alors, en troisième année, ça reste... tout le premier cycle est une première partie où il faut maîtriser les fondamentaux de la gestion. On parle bien de l'année bachelor, oui, la troisième année. Et attention de ne pas se spécialiser trop tôt. C'est-à-dire que dire, voilà, j'aimerais faire une spécialisation finance ou marketing et dire, bah voilà, dans mon expatriation, dans les cours que je vais choisir, je vais prendre un thème sur le marketing, pourquoi pas, ou un thème sur finance. Mais c'est ce qu'on dit aux étudiants, ne choisissez pas toutes les thématiques sur la spécialisation que vous aimeriez faire en quatrième année. Parce que ça veut dire que vous allez vous spécialiser trop tôt. Et ce qu'on attend, on parlait au tout début des cadres qu'on allait préparer pour les entreprises, et moi j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire le même job toute votre vie. Alors bien évidemment même pas dans la même entreprise, mais vous allez changer de fonction tous les 3, 4, 5 ans. Et si vous voulez occuper des fonctions dirigeantes, il faut être capable de passer d'un département à l'autre. D'accord. Donc attention de ne pas se spécialiser trop tôt. De la même manière, lorsque je rencontre des étudiants, des candidats plutôt dans des jurys, je suis attentif au type de spécialisation qu'ils ont envie de suivre. C'est-à-dire attention, pourquoi? Alors le but c'est pas d'avoir quelque chose d'extrêmement précis, mais quelle démarche vous avez suivie pour dire voilà, c'est plus sur ce thème-là que je veux travailler, le marketing ou les fonctions commerciales. Et est-ce que c'est parce que papa le fait ou surtout pas, je veux surtout pas faire ça parce que justement c'est des fonctions qu'il occupe. C'est important de comprendre ça, voilà, de cerner pour l'aider, parce que finalement on n'a aucun intérêt particulier à développer une filière par rapport à une autre. L'objectif, c'est que le candidat ou l'étudiant, quand il nous a rejoint, il soit à l'aise dans la filière qu'il a choisie et puis qu'il ait des débouchés. Justement, le marketing, on prétend toujours que les étudiants veulent tous faire du marketing, ils découvrent sur place ce que c'est. Finalement, on revient un petit peu. Y a-t-il des matières, des disciplines que vous avez découvertes en école de management que vous ne connaissiez pas et qui finalement vous attirent ou gagnent votre préférence presque?
Alors moi je connaissais un peu, j'avais vu un peu toutes les matières et tout ça, donc c'est vrai qu'on ici, à l'IPAG on les approfondit. Et moi ça a toujours été la communication, j'ai toujours aimé ça. Ensuite oui, on découvre des matières, mais moi j'étais vraiment, je voulais faire de la communication. Mais après vraiment toutes les matières sont très intéressantes et on apprend énormément de choses. Par exemple, on a une matière, c'était l'analyse de marché. Je n'avais jamais fait d'analyse de marché en IUT, et donc oui, j'ai découvert ça en 4e année. Et non, en plus ça m'a plu, donc non, voilà. Donc communication, ça veut dire que vos stages, vous allez orienter vos stages autour de la communication, du marketing ou du marcom. Par exemple, là actuellement, je suis en stage et je me suis mis dans la publicité. La publicité, je suis dans la publicité catalogue, magazine. Donc voilà, toujours dans la communication, publicité. Ah bah d'entendeur, après l'idée reçue numéro 1, les écoles de commerce ne forment pas que des commerciaux. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur la partie marketing et sur les thèmes sur lesquels on insiste, on insiste beaucoup aussi sur le fait qu'il faut aussi savoir compter quand on fait du marketing. Ce ne sont pas que de jolies présentations avec un joli storyboard. Et on les met, nous, en 4e année, dans la peau de chef de produit. On les fait travailler en mini-groupe de 5 ou 6 sur un lancement de produit. On appelle ça le café rouge. Et on les met dans la position de lancer un nouveau produit. Alors plutôt sur des produits de grande consommation parce que c'est plus facile. On identifie plus facilement le projet lui-même. Et de A à Z, c'est-à-dire d'identifier le marché, est-ce qu'il y a un vrai potentiel, d'oser la taille de ce marché, de créer le produit, de mettre tous les paramètres du marketing qui vont avec, et ensuite il planche devant un jury comme le ferait un chef de produit devant son comité de direction en disant voilà, j'ai un vrai projet et je vais vous dérouler mon projet avec une analyse financière prévisionnelle, c'est-à-dire que voilà, on leur demande un business plan sur 3 ans et je prends, je laisse. C'est-à-dire votre projet il est super bien, mais il ne rapporte pas ou peu, et on va peut-être pas investir dessus. Donc ça c'est des points importants. Donc la partie quantitative est importante. Et Lucie parlait de la partie analyse de marché. Les panels, ça se chiffre en entreprise. Donc on les fait aussi travailler sur ça. Tu vois hocher la tête. Oui, parce que c'est l'enfer de la finance. Non, pas forcément l'enfer de la finance, mais c'est vrai que le cas fil rouge, c'était vraiment un gros projet qui nous prend vraiment un semestre entier et on travaille toutes les matières dessus et avec tous les professeurs. Consistait-il Comment avez-vous vécu Au début, très bien parce qu'on s'est dit ouais, on va créer un projet et tout ça. À la fin, très stressant parce qu'on arrive et on doit se dire bon il faut finir. Voilà. Ouais. Mais non, franchement, c'était super intéressant. On a découvert vraiment tout le panel qu'on peut avoir, enfin tous les parties, les aspects qu'on peut avoir dans la création d'un produit et c'est super intéressant. Et le vôtre, vous portez sur quoi? Alors moi, c'était des espèces de petites boules chocolatées, voilà, un peu croquantes avec de la poudre Nesquik dessus et tout ça. Donc non, c'était sur la marque. Fallait prendre une marque et faire un produit dérivé de cette marque-là. D'accord. Voilà. Du coup, moi j'avais choisi. Vous l'avez choisi ou c'était une idée qui a germé de votre esprit? Non, on a choisi la marque. En fait, l'idée a germé de notre esprit. D'accord. De A à Z. Voilà, avec les aspects. Voilà. Le but, c'est de leur montrer que c'est une vraie démarche structurée. Le marketing, c'est pas, j'ai une idée, on va mettre beaucoup de pubs, puis ça va marcher. C'est une vraie démarche structurée. La réalité du marketing, quand on commence à s'y frotter, c'est pas toujours. Et on fait la même chose avec la filière RH, où il faut aussi savoir compter. C'est pas simplement prendre la température du climat social de l'entreprise, c'est d'être capable de comprendre ce que c'est qu'une fiche de paye, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, calculer une masse salariale. Alors il y a des éléments sur les contrats de travail, sur la formation, sur le fait de faire progresser les collaborateurs, mais il y a aussi toutes ces parties quantitatives. Lorsqu'un salarié viendra vous voir pour dire voilà, je comprends rien à ma fiche de paye, si vous êtes en entreprise, département RH, vous ne pourrez pas lui dire écoutez, moi non plus, j'ai jamais rien compris.
Donc il faudra lui expliquer, et même si vous n'êtes pas, et le but c'est pas de former des spécialistes de la paye, mais c'est être capable de répondre à un certain nombre de questions et puis de comprendre ce dont on parle. Selon les filières d'origine de vos candidats en admission parallèle, est-ce qu'il y a des spécialisations? Vous parliez des RH, je pense peut-être à ceux qui sont issus des sciences humaines par exemple, ou est-ce qu'il y a des filières ou des filières d'origine qui conduisent plus à des spécialisations que d'autres? C'est un peu catalogué les candidats, je vous l'accorde, mais... alors tout ce qui relève des filières MUC, donc management d'unité commerciale, tech deco, pour partie GEA, se dirige plutôt vers des fonctions marketing ou stratégie commerciale. Donc, parce que c'est dans la poursuite, hein, et puis il y a une vraie logique. Certains d'entre eux, mais une petite proportion qui sont intéressés par les thématiques comptables ou finances, se lancent hein, sur des activités finances et comptables. Alors on les prévient avant la rentrée, et bien avant la rentrée, c'est-à-dire avant, allez, on va dire au mois de mai, en leur expliquant, écoutez, si vous voulez rejoindre une filière finance, voici une bibliographie. Voilà. Ah ben oui. Hein, ça pas l'été. Oui, non mais le but, au-delà effectivement d'égayer l'été, c'est de les aider à réussir. Parce que il y a des... Alors on ne veut pas hiérarchiser les filières les unes par rapport aux autres, hein, mais il y a des prérequis qui sont importants. Donc voilà, on les aide là-dessus sur ce thème-là, effectivement, mai-juin, voici votre bibliographie, voici des exercices qui peuvent exister, rendez-vous en septembre, vous serez mieux armés. Et puis GEA, donc va se diriger, alors pour partie vers le marketing, quelques-uns au RH, et puis le reste sur les fonctions, sur les finances comptables, finances comptabilité. Et les licences? Vers quoi tendent-ils? Il y a des juristes? Alors, juristes, très peu, je crois que j'en ai eu un. D'accord. Voilà, très peu. J'allais dire, ils vont beaucoup travailler en amont parce qu'ils sont conscients des lacunes qu'ils peuvent avoir. Et ce qu'ils recherchent dans l'école de commerce, c'est effectivement de sortir d'une surspécialisation. Alors surtout sur des licences en droit. Moi, j'interviens en université sur les masters parce que c'est très technique et ensuite, jusqu'à la licence, ça reste assez général. Et ils ont compris qu'il y a un monde d'ouverture que propose l'école de commerce auquel ils n'ont pas accès. Parler des prérequis, la transition est toute trouvée pour parler justement de la sélection et des modalités d'intégration. Donc vous recrutez sur le concours Ambition Plus. Exactement, oui. Vous l'avez passé. Oui, exact. Alors là, on vous demande plein de conseils sur le sujet. En 2 mots, Ambition Plus, et alors vos précieux conseils, comment vit-on en tant que candidat ces épreuves? Alors, il y a des épreuves de créativité, une épreuve de synthèse également, Donc, il y a qui des est épreuves importante. écrites. Oui, tout à fait. Alors, oui, tout à fait, absolument. 2 parties, épreuve écrite, épreuve orale. Écrite, créativité, anglais et une épreuve de synthèse. C'est important, avec tout support de documents, des textes, j'allais dire, sur des documents écrits, des textes sur tablette, le cas échéant des petites vidéos, donc de façon à faire une synthèse de ces éléments. La capacité de synthèse est une qualité importante, d'accord. Et à l'oral, deux épreuves ou deux points. Un point en anglais, donc un échange en anglais, et puis ensuite un entretien avec un jury pour comprendre c'est quoi votre projet, qu'est-ce qui vous amène à vouloir rejoindre une école de commerce, pourquoi l'IPAG, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard. Alors le but, c'est pas vraiment d'attendre des candidats un chemin déjà tout tracé en disant voilà, je veux faire ci, parce que ça. Non, c'est plus la qualité de la réflexion ou la réflexion. Et puis le but, c'est d'estimer si on peut emmener le candidat à réussir au bout, quoi. Le but, c'est quand on prend les candidats en admission parallèle, c'est de les emmener et des diplômés à la fin. Pas qu'on ait des étudiants qui ne sont pas adaptés ou qui vont pas réussir. Le but, c'est de les amener avec nous. Hein. Là, il y a Marine qui vous demande que conseilles-tu
pour la préparation de ce concours. Et moi, j'ajoute, comment l'avez-vous vécu? On s'inscrit, vous faites les formalités d'inscription? Oui, c'est ça. En fait, moi c'était j'étais très stressée pour les concours. Donc je me suis inscrite avec une amie, donc on l'a passé ensemble. Donc moi je l'ai passé à Nice pour ceux qui habitent dans le sud justement, parce que du coup il y a IPAG Nice. Et du coup je l'ai passé à Nice et donc je me suis inscrite, je me suis entraînée préalablement avec tout simplement avec comment ça s'appelle, un petit livre, des annales, voilà, des annales, exactement, des annales. Et donc je suis allée. C'est pas celui de Sulirama par hasard? Ah, il y a des chances, je sais pas, je m'en souviens plus, mais voilà, je me suis entraînée sur un annale et donc je suis allée à Nice pour passer ce fameux concours et très stressée de base. Mais au final, on arrive parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas des épreuves pour lesquelles vous êtes habitués. Ah non, du tout. À faire des dissertes, à faire des... Ah oui, non, du tout. En plus, il y a aucune. On ne doit pas forcément apporter des connaissances personnelles. C'est vraiment. On a un test de logique, par exemple, ça s'appelle le Maxent. Et le Maxent, c'est que des logiques avec des suites de nombres où on doit compléter, des phrases de vocabulaire, d'orthographe, etc. Donc on ne doit pas forcément apporter des connaissances qu'on a appris à l'école. Donc ça, c'est ça qui est un peu compliqué à s'entraîner. Voilà. Un entraînement méthodologique en fait. Voilà. Après, il y a la synthèse. C'était l'épreuve que je redoutais le plus parce que on a un temps limité à lire un nombre de textes, à lire beaucoup de textes en si peu de temps et à rédiger un paragraphe de 500 mots ou quelque chose comme ça, ou assez restreint. Et au final, c'est l'épreuve que j'ai le plus réussi, celle qui me faisait le plus peur, mais j'ai le plus réussi sur celle-là. Après l'anglais et ensuite les oraux. Donc l'oral en anglais, on nous avait passé un texte où il fallait expliquer ce qu'on comprenait sur le texte, résumer un peu le texte en anglais, donner son point de vue sur le texte parce que c'était souvent un texte d'actualité, etc. Et après faire un petit entretien en anglais. Et ensuite l'entretien français, et là c'était plus parler sur nous-mêmes, comment on voyait notre avenir, vraiment développer ce qu'on voulait faire plus tard. Et voilà. Et après voilà. Et pendant cette journée-là, parce que ça dure, moi ça avait duré une matinée. Et après le lendemain, c'était les oraux. Vous étiez restée sur place? Oui, j'étais restée sur place. J'avais pris un hôtel avec mon ami. Et en fait, on est accueillis par les étudiants. Donc on est super bien accueillis par les étudiants. Ils nous rassurent parce que moi j'avoue que j'étais pas très... j'étais stressée, mais moi je stresse un peu pour rien. Mais oui, non, après quand on est dedans, ça s'est super bien passé. Et tout le monde a été super gentil et super accueillant. Donc c'est ça qui m'a encore plus motivée à rentrer dans cette école. Donc ce n'est pas insurmontable. Non, c'est pas du tout insurmontable. Vous nous dites que vous conseillez aux candidats à travailler sur la méthodologie. Oui. Quand vous êtes-vous décidé, parce que je crois qu'il y a plusieurs sessions pour Ambition Plus, jusqu'en septembre. Donc il y a des inscriptions tardives. Vous êtes quand? Non, moi j'ai passé mon concours en mars. Moi je crois que c'était la deuxième session, il me semble, ou la deuxième ou la troisième session. Et non, je voulais faire ça rapidement. Donc voilà, j'ai choisi celle de mars. Bon, après, j'avoue que c'est un peu mon amie qui m'a un peu pressée pour passer le concours. Mais moi, je préférais celle d'après. Mais oui. Mais sinon, voilà, moi, je suis passée en mars. Et ça s'est très bien passé. En plus, et l'anglais? L'anglais, parce que c'est vrai qu'encore une fois, vous n'avez pas travaillé pendant quelques années. Comment on appréhende, vous appréhendez l'épreuve? D'accord. Mais alors justement, comment vous êtes-vous préparé? Est-ce que c'est si insurmontable que ça? Alors, le tout, c'est pas de perdre ses moyens. Parce que l'écrit en soi, on est devant sa feuille, donc c'est pas... Personne ne regarde. Voilà, personne nous regarde, donc on peut rédiger et être face à soi-même, donc voilà, ça va. Mais sinon, l'oral, c'était compliqué, étant donné qu'en plus, on a notre texte et il y a l'autre personne qui était avant nous qui passe à l'oral. Et moi j'étais en panique, je n'arrivais même pas à lire les phrases, tellement j'étais en panique. Mais après voilà, ça s'est bien passé, la personne qui était en face de moi m'a tout
plus mis en confiance et tout ça. Bon, elle a compris que j'avais des difficultés, donc elle m'a pas poussée, elle a juste voulu savoir ce que je valais en anglais. Et elle m'a pas forcé à déballer du vocabulaire hyper poussé et tout ça. Non, elle voulait vraiment savoir ce que je savais, mes capacités en anglais surtout. Plus simple qu'un oral de bac c'est différent parce qu'un oral de bac, moi en tout cas pendant mon bac, j'ai dû parler sur un thème un thème précis que j'avais travaillé en cours et que je savais et tout ça, mais sinon et en plus je passais avec une personne que je connaissais, mais alors là c'est différent, mais c'est pas du tout insurmontable puisqu'on parle de nous-mêmes, à part le texte sur lequel on a travaillé en amont, on parle de nous, donc il n'y a pas de souci à se faire. On peut préparer cet oral, du moins la deuxième partie de l'entretien. Ce live touche bientôt à sa fin. Justement, le mot de la fin. Quel message donneriez-vous à des candidats qui cherchent à poursuivre vos études à l'IPAG, dans le programme Grande École, après un bac plus de 3? Quel message de confiance, pas d'espérance? Qu'ils soient curieux. C'est-à-dire on parlait sur la préparation du concours, c'est ne vous intéressez pas à l'actualité les 15 jours avant de passer le concours. Voilà, prenez l'habitude. À l'école, il y a des journaux tous les jours et de diverses obédiences. C'est aussi des conseils que je donne aux candidats ou aux jeunes que je peux rencontrer. Voilà, quand vous lisez un journal ou un article, refermez le journal et vous dites qu'est-ce que j'en ai retenu. Si je devais en 1 minute ou 2 dire qu'est-ce que tu penses de l'article, qu'est-ce que tu en as retenu, voilà, ça veut dire que c'est un exercice qu'on peut faire en permanence. Sinon, ça veut dire qu'on a une lecture passive. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'améliore sur la capacité de synthèse, sur la capacité à transmettre un message. Donc c'est un exercice sur lequel on se repère de longue haleine et qui est de loin pas insurmontable. Et la motivation joue pour beaucoup. Ce qu'on cherche, nous, à identifier, c'est la capacité à progresser, à réussir avec nous et puis à emmener des jeunes vers des fonctions de cadre d'entreprise. C'est ça qu'on veut. Et vous, quel conseil majeur? Allez, j'ai envie de rentrer à l'IPAG Business School. Que me diriez-vous? J'ai envie de dire foncez, allez-y. Non, franchement, c'est une bonne école, il y a une bonne ambiance et c'est surtout, on apprend beaucoup de choses et non, moi je regrette absolument pas mon choix. Je suis très fière d'être rentrée dans cette école, donc moi je dirais foncez. À bon entendeur, vous êtes avisé, vous avez un BTS, vous avez un DUT, vous avez une licence, foncez, bachelor, que sais-je, bac plus 2, 3, de manière générale, foncez, comme vous le suggère Lucie. En tout cas, mille merci d'avoir assisté à ce live Studyrama TV. Merci à Monsieur Couder et à Lucie pour tous ces précieux conseils. Et à très vite sur un live Studyrama TV.